Vincent Courboulet nous a rejoint sur scène. Vous êtes, Vincent Courboulet, maître de conférence en informatique à La Rochelle Université. Vous êtes aussi spécialisé dans le numérique responsable et vous êtes très attentif aujourd'hui au développement de l'intelligence artificielle, le dernier avatar du numérique. J'espère que votre micro fonctionne. Le titre de votre exposé n'autorise en tout cas aucun atermoiement. Agir dès maintenant, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je trouve que le choix des présentations est plutôt hyper pertinent, c'est-à-dire que l'excellente présentation qu'on vient de voir juste avant était plutôt tournée sur le passé. Moi, je vais me tourner plutôt sur l'avenir, alors entre guillemets, puisqu'on va parler d'un sujet qui est hélas très, très d'actualité, sur le numérique. Alors, moi, je suis enseignant-chercheur en informatique en France, à La Rochelle, ville qui va être très rapidement touchée par la montée des eaux. Et j'ai participé à la création d'une association qui s'appelle l'Institut du numérique responsable. Et alors, juste pour info, cette association, elle a essaimé en Belgique et en Suisse. Et donc, on voit aujourd'hui l'importance de cette notion européenne. Donc, si vous allez du côté de la Suisse ou de la Belgique, alors ça ne s'appellera pas Institut du numérique responsable parce qu'eux, ils ont compris de façon bien plus intelligente que nous l'intérêt de travailler avec une langue internationale. Donc, ça s'appelle le ISIT, Institute for a Sustainable IT. Alors, de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler très rapidement de ce qui a été excellemment bien présenté précédemment. Et puis, je vais vous parler d'un acteur un petit peu spécial dans cette crise climatique et sociale, à savoir l'intelligence artificielle. Et puis, je présenterai, puisqu'on est dans l'action, je présenterai l'importance de la prise en compte d'un numérique plus responsable pour un acteur comme l'Europe. Alors évidemment, je vais continuer. Alors si vous espériez avoir une présentation un petit peu plus optimiste, c'est pas de mon côté que ça va se passer, je suis désolé. Je vais vous parler de la fin d'un monde. Alors je ne vais pas vous parler de la fin du monde, mais je vais vous parler de la fin d'un monde et l'émergence d'un nouveau. Et je suis assez content parce que pour l'instant, ces deux graphiques-là n'ont pas été présentés, quoique. Le premier graphique, c'est évidemment celui des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 60, sur laquelle je ne reviendrai pas parce que là encore, ça a été présenté juste avant. Celui de droite est peut-être plus intéressant. C'est un graphique qui existe dans les publications, qu'elles soient grand public, politique, scientifique ou autre. C'est les graphiques du rapport Meadows, qui date de 1972, rapport graphique qui a été publié donc en 1972. Non pas dans un pays communiste, etc., mais aux États-Unis, au MIT, et qui montre que effectivement, tout ce qu'on dit depuis ce matin, finalement, on est en train de le vivre et on le sait depuis plus de 50 ans maintenant, à savoir, globalement, avant les années 2020, jusqu'ici, tout va bien, et les années 2020 sont des années de rupture, avec ce qui a été, là encore, annoncé sur toutes les présentations de ce matin, sur finalement, oui, mais maintenant on siffle la fin de la récréation. Maintenant, on va payer les pots cassés. Alors moi, je ne parle pas de mur, voilà, il n'y a pas de mur, hein, voilà. Mais par contre, on va devoir apprendre à vivre, on va devoir apprendre à atténuer, à adapter, mais de toute façon, on sait que globalement, il va y avoir un atterrissage qui va être plus ou moins violent, plutôt plus que moins d'ailleurs, à la fois pour le climat, mais aussi pour les sociétés. Et on voit que dans les années 2100, il y aura une stabilisation de la société et que finalement, alors avec peut-être du plus 4 degrés, hein, mais il y aura une stabilisation de pas mal d'indicateurs environnementaux et sociétaux qui nous sont annoncés depuis 1972. Et depuis 1972, dans les rapports, non pas du GIEC, mais les limites de la croissance du rapport Meadows, il est écrit noir sur blanc que plus la prise de décision sera tardive, plus les mesures à mettre en place seront difficiles et violentes. Et j'entendais en fonction des présentations, là, j'entendais, oui, l'Europe essaye de faire des choses, et puis j'entendais des dames qui disaient, de toute façon, l'Europe, pour l'instant, elle n'a rien fait. Et on voit qu'effectivement, depuis 50 ans, on aurait dû faire des choses, hein, on le sait, hein, on aurait dû faire des choses, et puis on a décalé, et au final, maintenant, il va falloir agir sur cette fenêtre de tir dont on parlait ce matin, qui est de plus en plus courte. Et éventuellement, on aurait pu potentiellement se dire, ok,
on va profiter de cette fenêtre de tir en mettant tout ce qu'il faut pour s'en sortir, voilà, pour essayer de faire atterrir l'avion de nos sociétés occidentales ou du capitalisme, etc. Sauf qu'on a remis une pièce dans la machine et qu'on voit qu'il y a vraiment un changement climatique qui s'est initié depuis la deuxième révolution industrielle, première révolution industrielle, avec justement toute cette utilisation du charbon, cette mécanisation, cette recherche du profit, du capital. Et il y a toujours comme ça des moments dans la société, depuis 400 ans, où on a remis une pièce dans la machine. Et bien aujourd'hui, on est en train de remettre une pièce dans la machine, une grosse pièce dans la machine, avec une quatrième révolution industrielle qu'on est tous en train de vivre, qui est celle de la donnée, des nouvelles technologies qui n'ont plus de nouvelles que le nom, hein, ça fait déjà très longtemps qu'on les a, mais on est en train de remettre une pièce dans la machine en se disant, chic, on a trouvé un moyen de continuer le système dans lequel on vit en faisant rêver les sociétés avec du numérique comme étant un outil émancipateur. J'entendais aussi une jeune femme ce matin qui parlait dans son 5e point, tu me dis si je me trompe, du côté solution technologique. Oui, mais le numérique va sauver le monde. Oui, mais on va avoir une solution technologique. Et effectivement, on entend ça aussi de façon très très régulière. Ça s'appelle du scientisme. Et c'est pas de la science, hein, c'est du scientisme, une espèce de religion qui dit que ouais, mais rassurez-vous, on va y arriver, on va faire de la captation carbone, on va trouver des nouvelles technologies, on va, et donc on va sauver le monde. Peut-être, mais c'est une religion. On est dans une croyance et pas dans un savoir, et les gens que vous avez entendus ce matin sont plutôt quand même intéressés par le savoir que par la croyance. Et effectivement, dans le même temps de ce monde qu'on connaît tous et qui a été très brillamment décrit ce matin, et bien dans le même temps, depuis une trentaine d'années, là encore de façon non linéaire, il est en train de se développer un nouveau monde, un monde numérique, que vous connaissez tous, on l'a tous dans nos poches, on l'a tous en face de nous, on le vit tous les jours. Un monde numérique où aujourd'hui 5 milliards d'habitants ont une existence numérique. Sur les 8 milliards qu'on est, sur les 10 milliards, voilà, il y a 5 milliards d'habitants depuis 30 ans. Ce fameux pays, tout à l'heure, Madame Trouet qui est là-bas parlait de si le numérique si la Californie était un pays, ce serait la 5e pays. Ben, globalement, si le numérique était un pays, ce serait le 3e en termes d'impact, de pollution, etc. Donc en fait, il y a 5 milliards d'habitants dans un pays qui font toujours plus de numérique de façon subie ou choisie. Et puis ben, derrière, je vous le fais très simple, mais il y aura des tas de conséquences aussi sur toute une série d'applications, les SMS, les chats, les Insta, les Snap, les machins, etc. etc. Bon. On pourrait se dire, oui, mais le numérique, c'est génial. Le numérique, c'est la vie. Le numérique, c'est la solution technologique qui va nous permettre de réduire les vols, de réduire tout. Le problème, c'est que derrière le numérique, il y a ça. Derrière le numérique, il y a, dans les effets directs, 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors vous allez me dire, par rapport à tous les chiffres qu'on a vus jusqu'à maintenant, par rapport aux 25% du transport, à l'agriculture, on est encore très très loin. Hein. Alors que tous les secteurs d'activité essaient plus ou moins de faire leur transition vers moins d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui le numérique est un secteur dont on estime que l'empreinte environnementale va augmenter de 50% jusqu'en 2030. Open bar, numérique, open bar. Faites ce que vous voulez, de toute façon, vous avez sauvé le monde. Le numérique avec un N majuscule, ou les numériques, comme vous voulez, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui, c'est une empreinte à peu près équivalente à 3 fois la France. C'est-à-dire que depuis 30 ans, il y a un pays qui est sorti de l'eau, c'est 3 fois la France. Vous mettez 3 pays comme la France, et c'est l'impact du numérique. Et puis, là, je ne parle que des émissions de gaz à effet de serre, de l'exploitation des ressources, de l'utilisation des ressources en eau, etc. Mais bien évidemment, on peut faire beaucoup plus large en intégrant des problématiques sociales, sociétales, économiques, environnementales. C'est vraiment des impacts multiples. Donc ça, au début, je voulais détailler un petit peu ces impacts du numérique, et puis c'est un peu ce qu'on m'avait demandé ou ce que j'avais vendu quand j'étais venu ici, puis je me suis dit non, on va essayer de faire autre chose d'un petit peu plus sympa, et de faire l'accent sur un acteur en particulier de ce monde numérique très vaste, hein, sur lequel, si vous avez des questions, on pourra revenir,
que ce soit les vidéos de chatons, les applications ou la disparition en France des composteurs. Alors vous en avez, je ne sais pas si vous avez des composteurs, a priori les transports sont gratuits, mais voilà, nous, il n'y a plus de composteurs, donc il y a une vraie fracture sociale, une vraie fracture numérique, enfin, bon, bref. Non, moi j'ai décidé de faire un peu un focus sur l'IA, l'intelligence artificielle, et je voulais en fait vous montrer que rien n'était tout blanc ou tout noir. Tout était ambivalent, le monde est complexe et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Alors, on a les actions, on a les solutions, mais sur certains points, il n'y a pas de solution simple. Je me méfie toujours des Yaka Faucon. Voilà. Donc, je voulais vous faire un focus sur l'IA et je voulais mettre en avant le fait que, effectivement, c'est un acteur à l'ambivalence déjà explorée. Et là, puisqu'on est en phase d'Européens convaincus, je voulais vous faire part du récit d'un Écossais qui est allé vivre un temps en France, dans lequel un de ses romans parlait d'un docteur à Londres. Ça vous inspire quelque chose? Côté ambivalent d'un médecin londonien par un écrivain écossais. Dr Jekyll et Mr Hyde. Stevenson, qui a écrit, il y a déjà au moment de la première révolution industrielle, qui a écrit ce magnifique livre. Alors, je vais vous le divulgacher. Bon, je vais vous le spoiler, voilà. Surtout la fin, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant avec le Dr Jekyll, c'est que finalement, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un nouveau Dr Jekyll. Et évidemment, l'IA, c'est un côté Mr Hyde. Alors, j'aurais pu appeler ça l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, mais je me suis dit que peut-être les calembours français étaient un peu lourds. Donc alors, déjà, première chose, le Dr Jekyll, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de fantastique. Là aussi, je vais reprendre vos propos, Madame Drouet, on n'est pas du tout dans de la linéarité. L'intelligence artificielle existe depuis des dizaines d'années. Le mot intelligence artificielle est apparu en Darmos en 1956, donc c'est très très vieux. Mais il s'est passé un moment dans l'histoire de l'humanité où, en octobre dernier, vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Et là, on est passé de dizaines d'années d'études qui n'intéressaient mais que des scientifiques et encore plus que ça les informaticiens, à un événement ponctuel dans l'histoire de l'humanité. Allez, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais vraiment dans l'histoire des sociétés, on est rentré dans un point de bascule avec cette intelligence artificielle. Et depuis, il y en a qui disent qu'il vaut mieux se faire analyser les radiographies par une intelligence artificielle que par un médecin. Et depuis, grâce à l'intelligence artificielle, on a été capable en quelques semaines de modéliser la structure 3D de plus de 350 000 protéines. Ça aurait pris des milliers d'années à l'humanité avec des schémas classiques. Et depuis, on est capable de trouver, grâce à l'IA, des formules de béton qui sont largement moins consommatrices en termes d'énergie et donc émettrices en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et depuis, l'intelligence artificielle est capable d'anticiper les pannes à la fois électriques mais sur les réseaux d'eau, etc., etc. Donc on est véritablement sur un côté docteur. L'IA a un véritable intérêt social, sociétal, écologique, économique. Mais comme tous les apprentis, et y compris celui du Dr Jekyll, eh bien, on s'est amusé à continuer à aller plus loin, à essayer, à tester. Et, alors évidemment, c'est pas un soir, hein, c'est des dizaines d'années d'études, mais il y a eu un jour une formule générative. Le G de GPT, c'est génératif. Donc évidemment, c'est pour, je file la métaphore, je simplifie le propos, je file la métaphore. Mais voilà, on a créé un monstre aujourd'hui, l'IA générative. On a créé un monstre qui est particulièrement vorace en énergie. On est sur des mégawattheures consommés par l'IA. Certaines études estiment qu'on est entre 8 et 10% de l'énergie, de l'électricité aujourd'hui dans le monde qui sert au numérique. Et on vient de remettre une pièce dans la machine avec des outils
des méthodes qui servent énormément, qui sont énormément voraces en énergie. Les projets d'IA de Google consommeraient autant que la ville d'Atlanta. C'est juste hallucinant. Dans le même temps, ce monstre qu'on vient de créer, ce Mr. AI, est excessivement émetteur de gaz à effet de serre. On estime que l'apprentissage d'une IA, c'est des centaines, voire des milliers de kilos, de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que c'est consommateur en électricité, parce que ça nécessite énormément de puissance de calcul et qu'il faut fabriquer les ordinateurs, il faut fabriquer les data centers, il faut fabriquer les réseaux, etc. etc. Et tout ça, c'est générateur d'émissions de gaz à effet de serre. Sans compter, évidemment, toutes les utilisations qu'on en fait pour dire « rédige-moi le rapport que le prof veut pour demain » ou alors « rédige-moi une présentation pour intervenir à Relux ». Non, je vous rassure, je ne l'ai pas utilisé. C'est un monstre aussi qui est assoiffé d'eau. L'IA est assoiffée d'eau. On parlait aussi des sécheresses. Une sécheresse en Californie, ça veut dire potentiellement moins d'énergie s'il n'y a pas d'énergie renouvelable. Parce qu'aujourd'hui, les centrales nucléaires ou d'autres, on nécessite beaucoup d'eau. Ce chiffre que j'ai trouvé, 25 milliards de litres d'eau sur les 3 plus gros acteurs du cloud au niveau mondial, 25 milliards de litres d'eau, mais c'est une augmentation de 34% en une année. Tous les acteurs du secteur disent « oui, mais c'est 34%, ce tiers d'augmentation de consommation d'eau en plus, de prélèvement, l'eau ne disparaît pas, de prélèvement d'eau, serait dû au déploiement d'IA ». Et allez, je vais faire une petite étude. Qui s'est amusé à utiliser ChatGPT déjà ? À peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Eh bien, ces petites conversations qu'on a de façon rigolote avec ChatGPT qui nous amuse, c'est à peu près un demi-litre d'eau à chaque fois. Une conversation avec ChatGPT, c'est-à-dire une vingtaine, trentaine, cinquantaine d'échanges avec la machine, c'est un demi-litre d'eau à chaque fois, prélevé. Donc, vorace en énergie, assoiffé d'eau, émetteur de gaz à effet de serre et bien évidemment gourmand en matières premières. Ben oui, je vous l'ai déjà dit, les data centers, les réseaux, les nouveaux équipements qui vont arriver tous dans nos poches, on est monté tous sur... Enfin, en France, pardon, excusez-moi, en France, on est monté sur la table quand la 5G est arrivée en disant oui, c'est scandaleux, ça alors en plus de théorie ultra complotiste complètement débile, on a quand même eu quelque chose de véritablement sérieux qui était le renouvellement du matériel. Oui, la nouvelle technologie va provoquer le renouvellement d'un matériel, c'était vrai. Sauf que les gens ne se sont pas précipités pour avoir la 5G, donc ça c'était plutôt bien. Mais je peux vous garantir, sur facture, alors vous pourrez m'envoyer un mail vcourbeau@unif-lr.fr si je me trompe, mais que dès Noël, enfin peut-être pas Noël, mais ouais, dans les mois qui viennent, des gadgets à base d'IA, parce que les services à base d'IA, on les a, mais des gadgets à base d'IA vont sortir. Et ce qui est à peu près certain, c'est qu'on a déjà imaginé le successeur du smartphone. On a du mal à imaginer quelque chose qui remplace le smartphone tellement il y a tout dessus. Mais aujourd'hui, sont déjà en phase de réflexion des objets qui vont prendre je ne sais pas quelle forme, peut-être ça, voilà, dans lequel il y aura votre ChatGPT à vous, qui, dans un premier temps, vous aidera, vous accompagnera, puis apprendra à vous connaître, et puis après répondra à tous vos besoins, potentiellement même avant que vous les ayez déployés. Donc ça, c'était pour le côté environnemental, sur lequel je me suis un peu attardé, comme c'est le sujet de la présentation, je vais peut-être un tout petit peu accélérer les autres, mais au niveau social aussi. Mr. AI, ce fameux monstre, le côté obscur de l'IA qu'on a créé, est hyper agressif pour le tissu social. Si déjà vous avez considéré que les réseaux sociaux étaient agressifs, attendez-vous à voir ce que va être l'IA. Donc ça peut aller depuis les gens qui se marient avec une IA déjà. Ça peut aller aujourd'hui avec un réseau social qui s'appelle Character AI, qui est un des réseaux sociaux qui est le plus en progression chez les 18-24 ans. C'est quoi en fait? C'est juste un réseau social dans lequel vous parlez à qui vous voulez. Jésus, Bouddha, Steve Jobs, votre chien, qui vous voulez.
l'IA recrée la personnalité de la personne à laquelle vous voulez échanger. Et aujourd'hui, un des personnages qui est le plus populaire sur ces réseaux sociaux, c'est le psychologue. Ça veut quand même dire que les 18-24 ans sont le symbole de générations qui sont quand même assez abîmées. Ça lacère le tissu social aussi par rapport à l'information, aux fake news, par rapport à l'art. Ça, c'est une photo qui a été lauréate d'un prix international de photographie. La personne a annoncé « Ah, au fait, cette photo a été générée avec une IA ». Tout le monde a déjà vu le Papin Doudoune. Et puis vous avez vu cette peinture aussi qui était représentative d'un art numérique. Et puis ce monsieur n'existe pas. Et ça, à la limite, ça modifie le rapport avec l'art, ça modifie le rapport avec la société, la pensée, la poésie. Il me reste combien de temps ? Ok, ça marche. Mais ça lacère aussi les relations sociales, puisque par exemple, en prenant le portrait d'adolescente, il a été assez facile de générer des fausses images et des fausses vidéos pornographiques pour lancer un principe de harcèlement. Ça lacère le tissu social chez nous, mais bien évidemment, ça lacère le tissu social à l'étranger, puisqu'on fait travailler dans des conditions catastrophiques des gens pour travailler autour de l'IA. Ça crée des problématiques aussi au niveau économique, puisque ça crée la peur de perdre son emploi. C'est une nouvelle pathologie qui vient d'être reconnue, c'est l'anxiété, AI anxiety, avec des non-embauches et aussi des licenciements. Et puis, toute une série de pathologies que j'ai appelées mortelles, dans le sens où, en fait, la manière dont on faisait ces métiers-là avant ne pourra plus, dans un contexte d'assistant IA, être exercée de la même façon. Donc vous voyez, on est véritablement sur une problématique systémique et globale qui pose des problèmes fondamentaux d'enjeux et de compatibilité entre ce qu'on appelle tous ici de nos voeux, à savoir cette fameuse transition environnementale, sociale, etc., et ce qui nous arrive de façon plus ou moins subie ou choisie, la transition numérique. Pour répondre à ce double enjeu, il y a une position de principe qui aujourd'hui est portée par l'Europe, très peu par le reste du monde, mais qui est clairement un atout pour nous, c'est le numérique responsable. Le numérique responsable, ce n'est pas un numérique durable, ce n'est pas un numérique bio, ce n'est pas un numérique éthique, c'est un numérique qui est pragmatique. Mais pragmatique, ça ne veut pas dire un numérique qui est capitaliste. Ça veut dire un numérique qui, à la fois, essaye d'améliorer son empreinte économique, sociale et environnementale, par rapport à tout ce que je viens d'indiquer, mais qui est aussi utilisé pour réduire l'empreinte économique, sociale et environnementale d'autres processus. Donc c'est une définition avec 3 objectifs qui peuvent être simplistes, mais qui clairement sont aujourd'hui quand même plutôt intéressants. La valorisation des personnes, la cohésion des organisations et la conformité au niveau des États. Ces 3 objectifs-là sont fondamentaux, avec un objectif qui est systémique et global. Alors moi j'appelle ça 4P, vous connaissez tous les 3 piliers du développement durable, People, Planet, Prosperity, 3 économie sociale et environnementale. Moi j'en rajoute un 4e, c'est celui de la protection. Alors j'aurais pu mettre cybersécurité, pourquoi je ne l'ai pas mis ? Parce que ça ne commençait pas par un P. Voilà, je me suis dit, tiens, on va mettre protection, comme ça c'est fait, ça fait 4P, c'est réglé. Non, et puis il y a aussi la protection sociale, la protection des plus faibles, la protection des gens qui sont loin, etc., etc. Je trouvais ça intéressant. Donc il y a ces 4P, et c'est vraiment une approche globale et systémique, et dès que vous oubliez un de ces piliers-là, je pense que globalement, on va dans le mur. Avec, une autre façon de le dire, hein, impact sur l'environnement, la société, l'éthique, la résilience des organisations, et on en parlait à l'instant, mais aussi l'émergence de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs. Et alors, un immense merci pour la notion d'exnovation que je ne connaissais pas et qui, je pense, doit permettre de trouver un équilibre entre l'innovation et l'exnovation. Et je pense que c'est quelque chose que je vais creuser, donc merci énormément. Et pourquoi est-ce que c'est une chance pour l'Europe ? Parce que oui, quand même, on en est là. Aujourd'hui, on est sur les rencontres européennes du Luxembourg. Donc pourquoi est-ce que c'est une chance pour l'Europe ? Je vous ai dit, le numérique responsable, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas approprié ni par le bloc chinois, ni par le bloc américain. C'est une vraie chance pour l'Europe. Alors c'est une vraie chance parce qu'on a aujourd'hui les outils qui vont nous permettre
d'intégrer le numérique responsable de façon beaucoup plus facile dans les politiques des organisations des États. C'est voilà, tout ce qui est extra-financier. C'est qu'on va devoir, au niveau européen, intégrer pas seulement le capital, mais aussi les impacts environnementaux, sociaux, de fair play, etc., etc. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et il ne faudra surtout pas louper le coche d'intégrer tous les impacts du numérique que j'ai cités. Parce qu'on aura l'air fin quand on dira « oui, oui, vous inquiétez pas, grâce à l'IA, on va diviser les transports, on va diminuer, et que dans le même temps, au bout de 3, 4, 5 ans, on se réveillera avec une petite gueule de bois en disant « oh là là, mon Dieu, mais la sécheresse et la baisse du niveau d'eau dans les fleuves a fait tomber des centrales électriques », et bien en fait, ça a fait tomber aussi tout notre service d'IA. Donc ça, c'était assez problématique. Et il ne faudra pas se réveiller trop tard, mais la notion de rapport extra-financier va nous permettre d'aider à mieux comprendre. Pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne n'arrive pas trop tard dans un sujet. J'exagère un tout petit peu, j'adore l'Union européenne, ce n'est pas la question. Mais il a fallu 20 ans pour avoir le Digital Marketing Act et le Digital Services Act. Il a fallu 20 ans pour ça. Il a fallu quelques mois ou quelques années à peine pour avoir un IA Act. Et l'Europe est déjà en train de se positionner, je lisais ça hier, est déjà en train de se positionner pour poser les grandes lignes de ce que sera une IA à l'européenne. Et on a vraiment une carte à jouer là-dessus. Ensuite, l'IA peut aussi aider à se structurer, mais on peut aussi aider à structurer l'IA. Aujourd'hui, les laboratoires y travaillent. Alors, puisque tu cherchais quelque chose de positif, on est déjà en train de travailler sur des solutions alors que les problèmes arrivent à peine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que l'Europe a aussi à accompagner les États dans leur transition des métiers. Un comptable ne pourra pas décider seul de changer son métier. La comptabilité ne pourra pas se décider, le changement de comptabilité ou d'apprentissage ne pourra pas se décider à un échelon européen. Je pense que vraiment, il y a des nouveaux métiers à inventer en Europe avec une IA plus responsable. Et donc, et j'en finirai quasiment par là, voilà quelques mots-clés de ce que devra être une IA à l'européenne, et de façon plus large, de ce que devra être un numérique à l'européenne. La conclusion, si je reboucle mon propos sur Dr Jekyll et Mr Hyde, à la fin de son roman, Stevenson dit que le Dr Jekyll sait que sa dernière transformation en Mr Hyde va être la dernière et qu'il n'arrivera pas à se retransformer en Dr Jekyll. Et Stevenson fait écrire au Dr Jekyll « Je souhaite que ma créature prenne le parti de se suicider ». Je trouve que cette vision-là est d'une lâcheté et d'une hypocrisie sans nom. Mais finalement, elle est terriblement représentative de ce que nous, peut-être, on fait. Moi, je suis toujours embêté quand on dit « vous, les jeunes, vous allez devoir faire ça ». Et je remercie les jeunes qui ont dit « c'est pas à nous de faire ça, c'est à vous aussi ». Et je crois qu'au niveau de l'IA, du numérique, du changement climatique, etc., je crois qu'on devrait prendre le contre-pied de ce que le Dr Jekyll a écrit à la fin du livre. C'est qu'en fait, c'est à nous de prendre nos propres décisions pour, alors je ne vais pas dire suicider l'IA, mais véritablement intégrer son côté néfaste et apprendre à vivre avec cette ambivalence. Le monde est ambivalent, le monde est complexe. Il est hors de question de dire à la jeune génération qu'elle ne pourra plus voyager pour aller découvrir des cultures différentes. Par contre, effectivement, la notion de jet privé sera à re-questionner. Donc l'IA, pour moi, était un acteur vraiment symbolique de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que c'est l'affaire de tout le monde. Il faut des juristes, il faut des techniciens, il faut des sociologues, il faut des philosophes, il faut des citoyens engagés, il faut des Friday for Future, il faut de la désobéissance numérique à certains moments. Il faut potentiellement dire que le vendredi, on arrête les réseaux sociaux pour indiquer que ce n'est pas ces réseaux sociaux-là qu'on veut. C'est l'affaire de tout le monde. Mais c'est un équilibre subtil, parce qu'on est toujours à dire « oui, mais on n'a pas le choix »,« oui, mais c'est compliqué »,«
oui, mais l'obsolescence programmée, c'est pas nous, etc., etc. Donc c'est un équilibre subtil à trouver. Et surtout, il faut continuer à faire ces premiers pas parce que les décisions aujourd'hui existent, les solutions existent. C'est à nous, collectivement et individuellement. Et je ne nous mets pas simplement sur la responsabilité sur nos épaules à nous, c'est aussi aux États, c'est aussi aux organismes, mais tout le monde doit faire ses premiers pas. J'aime beaucoup finir par ça. Le contraire d'une vérité est souvent une autre vérité. Donc, penser qu'on a la vérité, c'est vrai, mais les autres aussi ont leur propre vérité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce qui est vrai n'est pas la vérité. C'est-à-dire que je peux très bien dire des choses vraies, mais ce n'est pas pour autant que c'est la vérité. Ça, c'est pour finir sur le côté très complexe du monde dans lequel on vit. Mais je finirai quand même par une note positive. Rien ne se fait en un jour, mais un jour cela se fait. Alors ne lâchons rien et agissons. Merci beaucoup.